Voilà, et on est live sur Facebook. Donc, c'est avec un immense plaisir que les séries live COVID-19 du Club d'investisseurs immobiliers continuent. Et encore une fois, c'est un immense plaisir de recevoir une invitée de marque.
Madame Isabelle Terrien de la SCHL. Bonjour, Madame Terrien. Bon. Bonjour. Et, oui, exact. Bon lundi, bon magnifique et froid lundi. Donc, évidemment, les investisseurs immobiliers dans la crise ont des millions de questions pour nous aujourd'hui. Juste pour les gens qui nous écoutent, on va diviser un peu l'entrevue en trois secteurs, en trois différentes parties. C'est-à-dire, la première partie, on va y aller avec les mesures d'assouplissement en cours qui ont été offertes par la SCHL. Ensuite, les questions des membres étaient reliées à la situation actuelle. Est-ce qu'il y avait des statistiques à partager ou quel était l'avis de la SCHL à propos de la situation actuelle? Et finalement, en troisième partie, quel est le futur de la SCHL? Je sais qu'il y avait eu beaucoup de questions. C'est sûr qu'on n'aura pas toutes les questions-réponses, évidemment, aujourd'hui, mais on va avoir essayer d'avoir une idée de ce qui se passe pour le futur. Donc, Mme Terrien, sans plus tarder, mesures d'assouplissement actuelles, mesures déployées par la SCHL, pouvez-vous donner un petit peu plus de détails là-dessus? Oui. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'à la fin de la rencontre, ce soit plus clair pour vous ce qui a été mis en place par la SCHL pour aider nos clients là, qui font face à des défis, du stress, de l'incertitude en raison de la pandémie de COVID-19. Donc, en préambule, ce que je tiens à vous dire, c'est que comme les autres organismes gouvernementaux, on est vraiment en train de surveiller l'évolution de la situation. C'est-à-dire qu'on est encore au début on commence à aller chercher de l'information, donc on suit l'évolution, mais on n'est pas rendu peut-être à dégager des grandes tendances à cette étape-ci. Ceci dit, présentement, là, on prévoit, de notre côté, là, on prévoit aucune incidence sur nos activités, ni sur notre rôle de soutien à la stabilité financière du Canada par l'octroi de financement hypothécaire. Donc, de ce côté-là non plus, il n'y a pas de changement. Donc, bref, à l'heure actuelle, ce que je vous dirais, c'est que pour la SCHL, on considère que l'épidémie de coronavirus, elle présente un faible risque pour nos activités. Donc, ça, c'est bien. La table est en mise. Exact. La table est mise. Donc, je vais passer aux mesures qui ont vraiment été mises en place pour les propriétaires d'immeubles collectifs. Évidemment, on a aussi des mesures pour les propriétaires occupants, pour les ensembles de logements sociaux, même pour les titrisateurs. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Si jamais il y avait des questions en lien avec ça, je vais trouver une façon là, avec Jean-Philippe d'y répondre. Soyez-en assurés. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les mesures en place pour les propriétaires d'immeubles collectifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à tous les prêteurs agréés de reporter jusqu'à 6 mensualités hypothécaires pour les emprunteurs qui avaient évidemment une assurance préhypothécaire avec la SCHL qui étaient touchés par la COVID. Pour accélérer la mise en place de la mesure, il a été convenu que les prêteurs n'ont pas à informer ni à demander l'autorisation de la SCHL si un report de paiement est accordé. Donc, c'est sûr, évidemment, qu'on demande aux prêteurs de consigner l'information dans leur dossier, mais ils n'ont pas à demander d'autorisation, là, ce qui fait que ça se fait de leur côté indépendamment. Donc, on s'attend à ce que du côté des emprunteurs, les reports soient faits par écrit à leurs prêteurs, puis qu'ils fournissent les renseignements qui vont être exigés là, par le prêteur. Ça devrait ressembler à les renseignements sur l'emprunteur, la caution, y compris le revenu, les actifs, des renseignements sur la propriété qui est visée par le report, des renseignements sur les difficultés qu'ils ont présentement qui découlent de la COVID-19. Donc, peut-être une idée du profil des locataires, les interruptions courantes et prévues de loyer, qu'est-ce qui s'en vient, pourquoi ils demandent le report. On va aussi... Là, les autres informations que le prêteur demanderait, ce serait un registre de loyer qui va indiquer les arriérés de paiement, puis bref, toute autre information qui pourrait aider là, à faire une analyse du report de paiement des mensualités hypothécaires. Donc, par la suite, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment le prêteur qui va discuter avec ses clients, avec vous, des modalités de remboursement de paiement reporté puis des intérêts courus. Je tiens à souligner que la SCHL s'attend à ce que les emprunteurs qui sont en mesure de rembourser leurs prêts continuent de faire leurs paiements prévus au terme du prêt assuré. Donc, les prêteurs vont vraiment y aller en fonction du besoin de chaque emprunteur, en fonction des incidences sur leur flux de trésorerie, sur leur liquidité. OK. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ce que je dirais, c'est qu'en plus du report des mensualités hypothécaires, il y a aussi des modalités de remboursement qui pourraient être négociées entre le prêteur et l'emprunteur sans qu'il soit nécessaire de consulter la SCHL. Donc, je termine quand même en vous disant que nous, à la SCHL, on n'a pas nécessairement le pouvoir de déterminer qui est admissible au report de paiement ou pas. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a envoyé un message au prêteur
qui détiennent des prêts hypothécaires assurés. On leur a demandé de faire preuve de compassion puis d'offrir leur soutien aux propriétaires d'immeubles collectifs qui sont directement touchés par la COVID-19. Merci. Juste pour souligner, parce que ça l'a passé vite dans la conversation, donc l'épidémie de coronavirus ne représente pas un risque élevé aux yeux de la SCHL pour l'instant. Ça, c'est quand même assez gros. Mm-hmm. OK. Donc, ça a été déclaré. Parfait. Et les modalités, on parlait de modalités de remboursement au niveau de la SCHL. Est-ce que, là, ce que je comprends, c'est que c'est le prêteur qui décide des modalités de remboursement? Est-ce qu'on étire l'amortissement? Est-ce que c'est ça? Je vois que l'amortissement est maintenu, par contre. Okay. Donc, c'est une super bonne question. Donc, oui, il pourrait avoir des modalités de remboursement changées, outre que le report, mais il faudra que l'amortissement là, demeure le même. Donc, il ne faut pas que les conditions, dans le fond, du certificat d'assurance changent là, au niveau de l'amortissement. Okay. Mais si ça rentre là-dedans, le prêteur peut gérer ça avec son emprunteur puis discuter d'autres possibilités. OK, donc l'amortissement reste la même chose. Ça, c'est intéressant parce qu'il y avait certaines rumeurs qui circulaient que les amortissements s'étiraient de quelques mois dû à ça. Remboursement de capital, comment ça va fonctionner au niveau du remboursement de capital? Parce qu'on doit se rendre à échéance, évidemment, à la fin de l'amortissement. Donc, ça, c'est vraiment libre au prêteur. Oui. De renégocier après. OK. Oui. Okay, de revoir ensemble comment on va s'arranger, tout ça. Est-ce que, voilà. OK, vraiment, OK. Donc, le capital doit être remboursé, mais là, en fait, la question que je voudrais venir aussi, c'est, là, évidemment, on change l'échéance de remboursement de capital aux yeux de la SCHL. Donc, est-ce que, donc, une entente libre, ça veut dire qu'on pourrait jouer sur le capital, rembourser le capital sur 1 an? Est-ce que c'est ce genre de choses-là qui pourrait être entendu également ou... Il y a tellement de cas de figure, tu sais, il y a des gens qui leur reste peut-être 1 an d'amortissement, d'autres qui leur en restent 20. Donc, ça va vraiment être de voir avec le prêteur qu'est-ce qui est le plus intéressant, tout ça. Mais c'est sûr que à partir du moment où, de notre côté, on a des prêts assurés pour une certaine durée dans le temps avec un amortissement X, nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit rester là-dedans. Si à la fin du terme, il y a d'autres choses qui est négociées ou peut-être qu'il pourrait avoir des choses comme... puis là, c'est vraiment le prêteur, mais il pourrait permettre une injection en capital plus grande ou à la fin du terme ou des choses comme ça ou à chaque année. Donc, ça va vraiment être du cas par cas, mais c'est des modalités qui pourront être discutées entre le prêteur et l'emprunteur. Très intéressant. Ah, ben c'est bien, c'est intéressant. Et au niveau des fonds titrisés ou non, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Je sais que c'est sûr que les People's Trust, MCAP et First National de ce monde ont eu plus de difficultés. Est-ce que vous voyez une différence à ce niveau-là, au niveau des fonds titrisés? Il y a oui, on est en discussion avec les prêteurs non bancaires, qu'on peut appeler aussi, là. Donc, il y a des discussions en cours également là, pour que vraiment la mesure de report puisse s'appliquer également entre tous les emprunteurs. OK, parfait. Avez-vous, là, je sais que vous avez aucune statistique, hein? Je pense qu'on avait discuté en pré-entrevue, aucune statistique de report de paiement ou quoi que ce soit. Exact, vraiment. Parce que comme j'ai dit, la base, c'est que ce sont les prêteurs qui vont faire le report. Ils n'ont pas à nous demander d'approbation, puis ils peuvent même le faire jusqu'au mois de juin. Donc, présentement, ils pourraient accorder un report, mais la demande pourrait être faite par écrit ultérieurement jusqu'en juin par l'emprunteur. Bon, donc vraiment, cette étape-ci, ça fait quoi? Ça fait à peine 1 mois, là. On est à 1 mois après la fin de la mise en place des mesures de confinement. Donc, on commence à recevoir là, peut-être quelques données, puis à peine. Là. Donc, on n'est pas en mesure de dégager des tendances, quoi que ce soit. Nous, on est vraiment là, en mode écoute, on suit la situation, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos clients. Donc, voilà. Juste pour les néophytes qui sont parmi nous, là, normalement, en temps de non-COVID, quand il y a un problème de défaut de paiement, juste expliquer comment ça fonctionne peut-être à la SCHL, ça pourrait peut-être être intéressant pour les gens versus la situation actuelle, évidemment. Ouais, ça dépend parce que peut-être que vos clients ne savent pas, mais on a aussi, on a plusieurs chapeaux à la SCHL. On a le chapeau d'assureur. Là, c'est un peu plus de ça que je vous parle aujourd'hui. Par contre, on a aussi un chapeau prêteur. Dans certains cas, on a des programmes où on fait du prêt direct. Quand il y a une portion abordable dans un projet, notamment, là, donc avec des différents critères. Fait que, dépendamment de notre chapeau, si on a notre chapeau d'assureur ou de prêteur,
le défaut se fait différemment, mais de manière générale, en cas en cas de défaut de paiement, c'est vraiment le prêteur qui a la responsabilité de mettre en place des mesures qui sont prévues. Là, ils ont un manuel auquel ils peuvent se référer, puis tout ça. Puis en cas de besoin, on travaille, nous, avec le prêteur. Donc, c'est vraiment un travail entre le prêteur et la CHL là, qui se fait pour essayer de ramener la situation à la normale. On peut conseiller le prêteur sur les mesures à mettre en place. Donc, c'est ça. Puis en bout de ligne, si les mesures ne suffisent pas, ben c'est la SCHL qui va assumer les pertes. C'est ça une assurance prêt, en fait. Donc, c'est la SCHL qui assumerait les pertes là, et non pas le prêteur. Et en temps normal, un défaut serait notifié en combien de temps à la SCHL? Un paiement manqué est notifié normalement ou à la SCHL ou ça prend plus que ça pour le prêteur pour notifier un problème de paiement? Une bonne question. C'est plus que un, là, mais là, je sais plus si c'est 2 ou 3. Donc, okay. Mais c'est plus que 1. Okay. Ouais. Parce que, comme je dis, c'est vraiment le prêteur qui gère la situation, qui gère son prêt. Là. Nous, on est là comme c'est ça, en cas de problème, mais il faut que lui ait mis en place les mesures prévues dans le manuel de son prêteur, là, dans l'entente qu'on a entre nous deux. OK, intéressant. Et on posait la question, il y avait quelqu'un qui est évidemment administrateur au club, il a posé les questions. Les délais, là, en fait, la stratégie, pas la stratégie, mais en fait, la SCHL a transféré un peu la décision au niveau des prêteurs. Donc, j'imagine que il n'y a pas nécessairement de surcharge de demande au niveau de la SCHL à ce niveau-là. Donc, on parle quoi comme délai, financement et refinancement? Au niveau des délais, depuis à peu près le mois de mars, début mars, les délais de traitement étaient pour les immeubles collectifs, on s'entend, là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, vraiment pour les ensembles de logements collectifs. On parle de 3 semaines. Donc, on est vraiment revenu à la normale, là, c'est ça, dans un maximum de 3 semaines, on est capable de revenir avec une décision. Ouais. Financement et refinancement? OK, parfait. Oui, ouais. Puis, j'en profite, je le dis, tu sais, on a au niveau de l'assurance prêt hypothécaire, on a différents produits. Tu sais, on a des primes, on a des réductions de primes quand il y a de l'efficacité énergétique sur un bâtiment. On a, tu sais, le produit personne âgée, le produit régulier, le produit logement abordable. C'est ça. Puis donc, par contre, ceci étant dit, c'est tout le temps les assouplissements pour logement abordable, les flex, qui vont être traités en premier de notre côté. Donc, okay. C'est un avantage. Quand il y a vraiment une longue ligne, donc c'est les abordables qui vont être traités en premier. C'est notre vision à la SCHL, c'est notre mission d'ici 2030 que tout le monde puisse se loger à un toit, donc au Canada. Donc, dans cette optique-là, toutes les mesures qu'on prend en place, notre objectif, c'est de favoriser l'abordabilité du logement pour tous. D'accord. OK. Et ça m'amène, avant que je vous lance une question, il y a Christian Pomerleau, un courtier hypothécaire qui travaille pour PMML, qui a posé une question assez précise. On verra si on est capable d'y répondre. Mais avant ça, c'est sûr que les gens, quand on a demandé aux membres de poser des questions, c'est sûr qu'il y avait une inquiétude. On voyait l'inquiétude des gens parce que la SCHL, évidemment, est un outil extraordinaire pour l'investisseur immobilier. Est-ce qu'il va y avoir des changements de la SCHL? Est-ce que la SCHL va arrêter de faire du prêt multilogement? Est-ce qu'il va y avoir des changements dans le futur? Je sais qu'on n'a pas toutes les réponses, là, mais je vous écoute là-dessus. Oui, vraiment, tu sais, présentement, il n'y a aucun changement qui est prévu à nos politiques de souscription. Il n'y a aucun, tu sais, notre mission, c'est de favoriser la stabilité du marché. Je l'ai dit en préambule, fait qu'on est vraiment en mode maintien des activités, maintien de notre mission, maintien de nos produits. Donc, on est vraiment là, on n'est pas là. Donc, on est vraiment dans le maintien de nos activités, de nos produits. Tout à fait. Parce qu'il y avait des membres qui avaient des questions. Est-ce que la capacité de réinjecter, peut-être juste l'expliquer aussi, cette capacité de réinjecter-là est un peu méconnue. Peut-être la capacité de réinjecter, je pense que 25% du prêt ou 100 000 peut-être. Oui, c'est ça. On demande d'avoir un actif net qui correspond à 25% du montant du prêt assuré. Donc, vous savez compter. Si vous voulez un prêt d'1 million, normalement, vous devriez avoir un actif de 250 000 un actif net, que ce soit des liquidités, de l'équité. Donc, vraiment, il faut avoir une capacité
d'être capable de réinvestir dans son immeuble, d'y injecter des fonds, oui. Donc, ou en cas, tu sais, quand c'est de la construction aussi, d'assumer les augmentations de coûts, notamment. Donc, il y a vraiment, comme encore une fois, ce 25%-là d'actifs nets qui est requis. Il n'y a aucun changement qui est prévu. Là, nos politiques de souscription restent les mêmes. Donc, on ne demande pas à cette étape-ci que le 25% augmente. C'est pas dans l'air. OK. Et question pour vous, c'est une question personnelle. En fait, vous dites 25% d'actifs nets. Si je détiens, par exemple, un bâtiment où est-ce que j'ai refinancé 750 000, le bâtiment vaut 1 million, j'ai 250 000 d'équité, mais cette équité-là, nous, on l'appelle notre équité morte, dans laquelle on peut pas dire est-ce qu'elle est considérée comme actif également? Ça va dépendre, ça dépend du type de propriété. Puis je pourrais partager avec vous à la fin ce que nous, qu'est-ce qu'on considère pour déterminer l'actif net. Donc, évidemment, il faut être capable d'en disposer rapidement. Parce que si on veut être capable d'assumer des augmentations de coûts, si on n'est pas capable d'aller chercher cette équité-là, en quelque part, oui, elle est morte. Fait que normalement, le 25% d'actif net, c'est un actif net dont on peut disposer rapidement. Celle du bâtiment, voilà, elle est comme réduite, en fait. On la gère différemment. C'est pas la totalité qui serait considérée comme des liquidités, là. Oui, je me souviens, il y avait certains, en fait, il y avait une échelle de dollars, 1 $ qui était considéré comme 50 sous. Exact. Voilà. Pour avoir reçu votre collègue Giovanni à quelques reprises, donc ça nous expliquait la valeur des. Donc, tout à voilà. fait. Bon, je vous lance les questions. Madame Terrien, soyez bien à l'aise parce que c'est des questions un peu plus poussées. C'est des questions de courtier hypothécaire. Il y avait Christian Pomerleau. La BDC a injecté des fonds pour la SCHL, un programme de rachat des obligations hypothécaires du Canada pour augmenter les liquidités. Cet argent est utilisé comment par la SCHL en ce moment? C'est une question assez poussée, là. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Je pourrais revenir à M. Pomerleau. Spécifiquement, là, voilà. C'est très poussé. C'est ça, on parle d'une clientèle niche, pas d'une clientèle niche, là, mais de certains prêteurs et tout ça. Donc, si requis, je pourrais répondre à M. Pomerleau, là. Parfait. Si vous voulez le faire, c'est bienvenu. Juste pour un rappel, Mme Terrien est spécialiste multilogement, et pas nécessairement porte-parole pour la CHL. Là, donc, c'est sûr qu'il faut être politiquement correct dans nos réponses. Donc, juste un petit rappel. Mais c'est correct de poser la question. Puis ça fait partie, je l'ai dit d'office, là, on a différentes mesures. Ça fait partie des mesures qui ont été mises en place, justement. Voilà. Okay. Parfait. Excellent. Il y avait, Jeanne, qui a une question pour les débutants, mais pourquoi pas la lancer pendant qu'on est là. Avez-vous un incitatif pour les nouveaux investisseurs sans expérience ou comment vous les traitez, les investisseurs sans expérience versus les investisseurs avec expérience? On pourrait peut-être élargir la question. De manière générale, autant quand on a notre chapeau de prêteur que notre chapeau d'assureur, on demande d'avoir au moins 5 ans d'expérience en gestion immobilière ou en construction, là, si jamais on parle de construction. Pour ceux qui n'auraient pas cette expérience-là, on les invite à se bâtir une équipe autour d'eux. Donc, d'avoir des gens qui ont cette expérience-là, qui peuvent la mettre à profit de leur projet. Donc, voilà. Donc, oui, c'est une exigence qu'on a. Puis, justement, en multilogement, je travaille avec des emprunteurs qui en ont peu d'expérience parfois. Donc, à ce moment-là, on va leur dire, un exemple concret, allez vous chercher un contrat en gestion avec quelqu'un qui fait de la gestion immobilière pour faire la gestion immobilière de votre immeuble. Donc, ça pourrait être une mesure de mitigation du risque acceptée de notre côté, par exemple. OK, intéressant. OK, pour les débutants, parce que c'est sûr que vous jaugez également capacité à réinjecter, mais j'imagine que vous jaugez l'expérience de l'investisseur également dans tout ça. C'est normal. Tout à fait. C'est normal. Pas de changement au niveau du commercial, parce qu'évidemment, le commercial a été plus touché. Là. On parlait de risque faible pour le résidentiel, mais le commercial, ça a été très difficile. Je sais que le gouvernement Trudeau a annoncé des mesures possibles. Là. Est-ce qu'il y a un changement ou est-ce que vous êtes au courant des mesures qui sont prises? Rien du tout là-dessus? Encore une fois, du côté de la SCHL, nous, nos politiques restent vraiment les mêmes, de souscription, tout ça. Donc, il n'y a rien au niveau du commercial. Il n'y a pas de mesures additionnelles qui sont demandées d'injecter plus de fonds, de diminuer la partie commerciale. Donc, tout ça, là, c'est vraiment, on est statu quo. Puis sinon, je pense... je pourrais partager avec vous vraiment tout ce qui est mis en place par le gouvernement fédéral
qui touche le commercial aussi. C'est ce qu'on fait aussi. On essaie de travailler en collaboration avec tout le monde. Sur notre site Internet, il y a vraiment une section sur la COVID-19 qui parle de nos mesures, mais des mesures d'autres aussi, d'autres gouvernements, d'autres instances gouvernementales qui peuvent aider les locataires aussi. Donc, des fois, c'est juste d'avoir la bonne information à relayer à vos locataires ou sinon aussi à vos locataires tant commerciaux que résidentiels. Là. Donc, ça peut être une bonne source d'information de notre section COVID-19. Parfait. Je vous partage une question en attendant, je prépare les autres questions. Je la trouvais quand même sympathique. Il y avait Danny qui disait est-ce que les formations du Club d'investisseurs immobiliers ou est-ce que les formations que les gens suivent comptent comme expérience? Je la trouvais sympathique, mais je vous la lance. Est-ce que vous avez tenu ça en compte? Est-ce que vous regardez ça? Il faut avoir l'expérience, tu sais, vraiment. Oui, c'est de la formation, mais quand c'est un peu comme quand vous appliquez sur une job, quand on demande de l'expérience, c'est vraiment une expérience concrète. La formation, c'est une plus-value, c'est génial, mais l'expérience avec un portefeuille, tu sais, avec des immeubles qu'on peut. Dans le fond, quand on parle d'expérience, souvent ça finit en disant ben donne-moi ton portfolio, c'est avec quel immeuble tu as depuis combien de temps tu le gères. Donc, il faut avoir vraiment avec des immeubles, des adresses. Désolé, je la trouvais trop drôle pour ne pas la mettre. Je me permets une question en termes d'optimisateur parce que c'est sûr que les questions, on a beaucoup parlé du futur. Merci de rassurer tout le monde. C'est sûr qu'en ces temps d'incertitude, tout le monde était un peu nerveux avec la SCHL. Parce que, du moins, à ce que je sache, juste pour indiquer tout le monde, donc il y a 2 assureurs privés dans le 5 logements et moins ou 4 logements et moins, mais dans le 6 logements et plus, la SCHL, à moins que vous m'appreniez quelque chose, vous êtes les seuls. Exactement. Ouais. Donc, lâchez-nous pas, s'il vous plaît. On a besoin de vous. C'est un bon produit. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de questions là-dessus. Si jamais on ramène ça au niveau des optimisations de bâtiments, qui est un sujet évidemment très, très chaud dans la région de Montréal, où est-ce que les gens achètent des bâtiments, évidemment, augmente les revenus, diminue les dépenses, optimise le bâtiment. La SCHL, des fois, est un peu plus frileuse à ce niveau-là, au niveau de la stabilisation de loyer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous évaluez un dossier d'optimisation comme ça? Oui, ben c'est sûr que pour calculer le coefficient de couverture de dette, de notre côté, on veut, quand les revenus doivent se baser sur un historique. Donc, à partir du moment où il y a un changement ou une augmentation majeure des revenus, mais qu'on n'a pas d'historique d'au minimum 12 mois, nous, on va se fier à ce qu'on a comme historique du passé. Donc, on va à ce moment-là appliquer une stabilisation. On pourrait, par exemple, appliquer une stabilisation sur 12 mois, puis au bout de 12 mois, qu'on voit que ce revenu locatif-là se maintient, perdure, là, c'est ce qu'on pourra considérer. Sinon, on va considérer ce qui est le passé. OK. Ce qui est le passé. Et qu'est-ce qui sert de niveau de standardisation dans les cours? On regarde beaucoup le portail de la SCHL avec les données statistiques. Est-ce que c'est le même outil que vous utilisez pour vous baser sur qu'est-ce qui sont les revenus normaux pour un secteur? Non, en fait, c'est les baux qu'on va utiliser. Donc, quand je parle d'historique, là, c'est vraiment l'immeuble en tant que tel, quel est son historique, quels sont les baux qu'il y a en place, quels sont les revenus résidentiels depuis des années passées avec ce qu'on a vraiment présentement puis qu'on a maintenu. Donc, on normalise pas les revenus basés sur nécessairement notre portail sur le marché de l'habitation. C'est vraiment sur le réel. C'est pas sur le marché d'habitation. J'aurais pensé qu'on se serait comparé, par exemple, avec le portail, ou est-ce que sur le plateau, les 4,5 étaient 1 000 $. Si on arrive dans ce 1 000 $-là, vous allez regarder l'expérience de la propriété, non pas le marché. C'est ce que je comprends. Ça va faire partie des choses qu'on va regarder. Tu sais, quand on fait nos analyses, on considère toujours, il y a 3 choses qu'on regarde quand on analyse un projet: l'emprunteur, la propriété, puis le marché. Donc, ces 3 éléments-là sont multifactoriels. Fait que quand on parle de la bâtisse, de la propriété en tant que telle, puis qu'on parle des revenus puis des dépenses, au niveau des dépenses, oui, on va normaliser. On a des barèmes qu'on applique en fonction du type de bâtiment. Par contre, quand on parle vraiment des revenus, ça va être les revenus réels aussi. Évidemment, on va regarder s'ils font pas de sens ou s'ils sont très loin du marché, c'est là qu'on va aussi peut-être poser plus de questions. Mais sinon, c'est le réel là, qui fait fi, qui est le plus important, les baux. OK. 2 autres questions qu'on avait déjà reçues des membres.
est-ce qu'aux yeux de la SCHL, d'avoir demandé un report de paiement pendant cette crise-là va montrer une certaine faiblesse? Est-ce que les personnes vont être jugées différemment dans le futur par rapport à la demande? On parle de compassion, on parle de mettre des mesures en place pour que les gens puissent continuer d'avoir un chez-soi, que les locataires ne soient pas expulsés. On demande à tout le monde d'avoir de la compassion. Donc, à cette étape-ci, là, il n'est pas prévu qu'on mette une note au dossier en disant « Oh, il a fait un rapport de paiement. » Là, pas du tout. Je pense que tout le monde est dans le même bateau, puis cette mesure-là, elle est mise en place pour que, en bout de ligne, tout le monde ait encore un logement là, à la fin de cette crise-là. Oui, effectivement. Mais en fait, ce qui facilite tout ça, c'est vraiment le fait que, ouais, exact, qu'on soit tous dans le même bateau. En tout cas, pour moi, pour mes locataires commerciaux, comme j'ai dit, le résidentiel semblait bien. Puis je le répète pour ceux qui se sont connectés. Mme Terrien a juste dit que aux yeux de la SCHL, la crise actuelle ne représente pas un risque élevé. Donc, ça, c'est quand même bien de recevoir ça de la SCHL. Mais effectivement, au niveau du commercial, il y a eu certaines négociations qui ont eu lieu. Pour les garder en vie, là, parce que quand évidemment il n'y a plus de revenus, l'entreprise est difficile, donc on essaie de les garder en vie. Je vais y aller avec une question pour les maisons de chambre. Il y avait Jean, je sais que c'est gris au niveau de la SCHL, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, Jean Bélanger, la politique pour les maisons de chambre au niveau de la SCHL. La politique dans le sens notre produit, c'est très large. On a tout un produit d'assurance qui parle de ça. Dans le fond, les maisons de chambre ou les logements avec soutien. Donc, peut-être préciser un petit peu c'est quoi la question. La politique, ça veut dire quoi? C'est dans ma tête à moi, la politique, ça peut être qu'est-ce qu'on va considérer? C'est quoi le type de transaction qui est possible, le niveau d'endettement, tu sais, c'est ça. La question revient, c'est à combien on va être capable de faire un ratio pré-valeur avec une maison de chambre. Par exemple, à Montréal, on achète un 40 chambres. À quel montant on peut penser financer ce montant-là avec la on pré-valeur avec la SCHL? Je suis en train de justement juste être certaine que je dis la bonne chose là, pour mon parce que c'est pas un produit qui est super, tu sais, qui est souvent utilisé. Puis honnêtement, moi, quand je l'utilise avec des clients, c'est beaucoup au niveau de l'abordabilité. Donc, des maisons de chambre qui sont vraiment très abordables. Puis là, des fois, c'est plus le volet abordable qu'on va prendre que maison de chambre. Puis peut-être, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà, que vos membres ont, que vous avez déjà vu, notre guide de référence sur l'ensemble des produits, parce que vraiment, tu sais, on parle, les primes sont là, les produits sont détaillés, les transactions admissibles, donc vraiment, ça peut être intéressant, là, je pourrais vous le partager à la fin. Puis justement, les maisons de chambre sont là, sont super bien expliquées là. Là, je gagne du temps parce que j'attends que mon document s'ouvre pendant qu'on se parle. Correct, c'est bien ça. On le regarde, mais je sais que la maison de chambre, pour avoir discuté avec Giovanni à l'époque, il semblait dire il y a une zone grise, ça dépend où est-ce que c'est positionné. Est-ce que c'est positionné évidemment devant une université ou c'est plus en région? Il y avait une certaine interprétation à faire là, au niveau des maisons de chambre, si je me souviens. Mais tu sais, ce qui est important aussi peut-être de dire à vos membres, c'est que ce que je veux leur dire, c'est que depuis mai 2017, nos produits ont été révisés. Fait que des fois, il y a des nouvelles, notamment au niveau des maisons de chambre, on a vraiment un produit maintenant qui est pour les maisons de chambre plus spécifiquement. Puis là, mon ordinateur ne collabore pas puis me le dit pas. De mémoire, je veux vous dire que c'est 85% au niveau du ratio pré-valeur pour les maisons de chambre. Sauf que là, c'est comment on détermine, puis là, pré-valeur, la valeur économique, donc la valeur déterminée par la SCHL. Puis là, toute l'histoire, c'est les baux. Des maisons de chambre, des fois, on n'a pas les baux puis tout ça. Donc, c'est ça. Fait que je vais quand même, je pourrais, tu sais, vous l'envoyer, vous le partager pour que vous voyez vraiment quelles sont les transactions possibles pour les maisons de chambre. C'est quoi notre politique depuis 2017 là aussi. OK. Et les banques en ce moment. C'est une bonne excuse de dire bon. Puis c'est vraiment vrai, ça fait 4 fois que c'est ça. Mon document démarre pas. Puis il refuse de collaborer avec moi. C'est pas grave. Très content des réponses quand même. Les banques, il y a certains qui ont carrément bloqué les décaissements dans toute cette instabilité-là. Qu'est-ce qu'il y a quand on soumet un dossier à la SCHL en ce moment? Est-ce qu'il est quand même étudié malgré qu'il n'y a pas de décaissement en ce moment? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on continue normal?
Il y a vraiment un travail, ben c'est ça, pour ceux qui sont en décaissement, qui sont vraiment au niveau du versement des avances puis tout ça, il y a on travaille vraiment directement en collaboration avec les prêteurs ou avec parce que comme je disais, on en fait nous aussi du prêt direct, fait que c'est vraiment important là on est vraiment là-dedans très hands-on avec nos clients, fait que ça va vraiment de notre côté, nos activités sont maintenues, donc on pourrait recevoir une demande d'avance puis la traiter sans problème. Là. Donc, Okay. si le prêteur vient vers nous avec une demande, puis qu'il y a des versements, puis que ça se motive, puis parce que là, les chantiers reprennent, certains chantiers reprennent, on va être là-dedans aussi. Donc, de notre côté, nos activités sont maintenues, on serait capable de répondre à ça. Est-ce que, je vous pose une question comme ça, est-ce que vous voyez une banque qui est plus active, est-ce que vous voyez une banque qui est plus active que les autres plutôt? Est-ce que vous voyez des banques qui prêtent en ce moment? Est-ce que vous pouvez, non, on ne peut pas répondre à ça? Non, je pourrais vous dire, ouais. Honnêtement, de notre côté, on est vraiment en mode maintien des activités. Le volume est là, donc il y a encore des gens il y a encore des demandes qui se font présentement. Oui. Parfait, excellent. Balance de vente, au niveau des balances de vente qui sont faites au niveau des achats, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont posé les questions. Je sais que ça dépend évidemment de tout le dossier, mais comment ils sont traités en général? Les balances de vente sont inclus dans le ratio de couverture de dette, j'imagine? Est-ce que c'est ça qui sont utilisés ou comment sont Ben, ils vont faire partie, oui, ils vont être considérés comme une dette, tout à fait. Donc, parce que c'est ça. Oui, ils sont considérés comme une dette qui se rajoute dans le temps. Comme du capital patient, ce serait la même chose également. C'est ça. Il y a des fonds qui font du capital patient, que c'est dans 15 ans seulement qu'ils doivent le rembourser. Donc, on le considère dans le ratio d'endettement quand même. Parfait. C'est pas impossible. En passant, j'ai juste une question parce que les gens disent toujours c'est pas possible d'avoir des balances de vente. C'est possible, on les considère juste dans le ratio de couverture de dette. En tout cas, du moins à ce que je comprends. Ouais. On les considère dans le ratio de couverture de dette, évidemment jusqu'à un maximum de prévaleur. J'imagine 85%. Encore une fois, 85%. La valeur économique, avec des dépenses normalisées, avec tout ça. Ouais. Est-ce que j'en profite parce que je suis tellement content de parler à la CHL. Hein. En fait, c'est la première fois qu'on parle à un souscripteur. Généralement, on a toujours un filtre. On avait des dépenses harmonisées qui datent, je pense, de avril 2015. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui s'en vient là-dessus ou est-ce qu'ils vont changer ces dépenses normalisées? Oui. J'ai quelque chose que je pourrais partager avec vous. Ça va en faire pas mal, des choses. Faut pas que j'oublie à la fin. Mais oui, j'ai quelque chose là, qui date de l'année dernière, je crois, là, 2018 ou 2019. Donc, oui, je pourrais partager avec vous là, à jour. Ouais. Celle-là, je l'oublierai pas. C'est par structure. C'est bon. Ouais, partie de structure, tu sais, béton, bois, briques, des choses comme ça, le nombre d'unités. Donc, voilà. Parfait. Et il y avait Jean-François qui posait la question, est-ce que les TGA de financement vont changer dans les analyses pour l'instant? Je sais que je reviens toujours sur le futur, mais est-ce qu'il y a des financement, est-ce qu'il y a quelque chose de changé là-dessus ou pas du tout? Pas de changement, encore une fois, même politique. On est vraiment, on s'efforce d'assurer la stabilité financière puis de mettre en œuvre nos programmes, nos produits. Donc, il n'y a pas de changements qui sont présentement, qui sont mis en place ou qui sont prévus. OK. J'avais une question sur le bout de la langue. J'ai défilé mes questions et je l'ai oubliée. Oui, cette table de TGA, voilà, elle vient de me revenir. Cette table de TGA-là, c'est toujours, les gens posent souvent des questions. Ça va être quoi le TGA considéré par la SCHL? Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une approximation sur ces TGA de financement-là qui vont être utilisés en fonction des régions ou regarder? Vraiment, tu sais, c'est que ça dépend, c'est tellement du cas par cas, ça dépend tellement de la propriété en tant que telle que, tu sais, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que c'est le prêteur qui nous recommande un prêt. Donc, dans la mesure où un prêteur vient vers nous, il nous recommande un niveau de prêt avec un niveau d'endettement puis tout ça, puis que il justifie, il documente pourquoi ce TGA-là devrait être utilisé, pour quelles raisons. C'est des choses qu'on va regarder. Fait que non, il n'y a pas de table sur laquelle je vais vous envoyer puis dire voici, c'est la recette magique. On peut donner des fourchettes, du côté de mon équipe, parce que puis j'en profite parce que vous m'avez dit que je suis une souscriptrice tantôt. Je ne suis pas souscriptrice. La SCHL, depuis l'année passée, a mis en place vraiment
on s'est réorganisé en fonction de nos clients. Fait que, tu sais, avant, on était organisé par produit. Il y avait du monde qui étaient les spécialistes de l'assurance, des gens qui étaient les spécialistes des données du marché, des gens qui étaient les spécialistes de l'assurance unie, l'autre multi, bon, le logement abordable. Ce qu'on a décidé, en fait, c'est de segmenter nos clients. On a 3 types de clients à la SCHL, les prêteurs, les emprunteurs collectifs, les logements des Premières Nations. Donc, dépendamment d'où vous arrivez, il y a une équipe, la mienne, qui va s'occuper de vous, ou ça va être une autre équipe. Donc, si demain matin, quelqu'un des Premières Nations a un enjeu qui veuille de l'assurance, du prêt direct, des données du marché, il va avoir une équipe vers laquelle il va aller. Donc, les spécialistes solutions clients Premières Nations. Puis, si c'est des emprunteurs d'immeubles collectifs, comme vos membres, ben ils vont passer par mon équipe de spécialistes solutions de logement. Donc, on n'est pas des souscripteurs, on ne fait pas l'analyse des dossiers, on est en lien avec la souscription et d'autres secteurs aussi qui font du logement abordable, qui font des analyses de marché, qui font plein d'autres choses aussi, là, qui font la gestion des codes défauts, qui font des inspections au service professionnel. Fait on est comme la porte d'entrée, en fait, pour éviter que nos clients aient besoin de parler à 15 personnes à la SCHL pour obtenir leur réponse. OK, donc, intéressant. Je trouvais que c'était une bonne opportunité de te clarifier. Merci de le faire et désolé pour ça. On parlait de prêt direct. Ben rien. Je dois dire que je ne suis pas familier avec ça. Donc, la SCHL fait des prêts directs dans quel cas? Oui, ben, je peux vous parler d'un ou deux produits. Donc, je vous disais qu'on vise l'abordabilité. Donc, dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement, notamment, on a mis en place 2 produits. Le Fonds national de co-investissement et le financement de la construction du logement locatif, où c'est la SCHL qui fait les prêts. Donc, c'est des prêts où on peut avoir jusqu'à 50 ans d'amortissement avec des taux qui sont vraiment très bas. Évidemment, il faut inclure de l'abordabilité là-dedans, de manière, c'est ça. Donc, il y a des critères d'abordabilité qui varient en fonction du type de produit, là, mais l'abordabilité, de l'efficacité énergétique, de l'accessibilité universelle, pardon. Donc, puis ça donne accès à ces outils de financement-là qui sont fort intéressants. Par exemple, dans le financement de la construction du logement locatif, on peut couvrir jusqu'à 100% des coûts admissibles là, pour une construction neuve. Donc, avec un taux d'intérêt qui va être en bas de 2%. Ça donne une idée là, de ce qu'on fait. Tout comme dans le flex aussi, quand on est assureur, mais pour du logement abordable, ben là, c'est jusqu'à 95% des coûts admissibles qui peuvent, 95% des coûts admissibles d'un projet en construction neuve qui pourrait être financé puis assuré par la SCHL. Donc, intéressant. Voilà. Et le taux d'intérêt suit quoi, en fait, juste pour finir là-dessus? Et le taux d'intérêt suit le taux... Oui, ça suit les obligations. Ça suit les obligations d'épargne du Canada, 10 ans. Plus ou moins là, un petit pourcentage là, pour la gestion des fonds puis tout ça. Donc, c'est ça. Cette semaine, la semaine passée, je pense qu'on était à 0,95% en taux d'intérêt. Wow! OK, en bas d'1%. Là. OK, c'est quand même extraordinaire. Madame Terrien, je sais qu'il y a plusieurs questions sur le futur. On ne les passera pas tous parce qu'évidemment, on a répété pour l'instant, juste pour ceux qui viennent se joindre à nous, délai de traitement, les gens posaient les questions, délai de traitement, on est à l'intérieur de 3 semaines, financement, refinancement. Et ensuite, il n'y a pas de changement futur pour la SCHL. Donc, délai de 3 semaines. On peut dire aussi délai de 3 semaines dans la mesure où on a tous les documents. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il nous manque des choses aussi, qu'on n'est pas capable de mener à bien l'analyse. Donc, 3 semaines quand on a tout ce qu'il nous faut en main pour faire nos analyses. C'est bon à noter. On avait un courtier, justement, Christian, encore une fois, qui disait qu'est-ce qu'on attend le plus? On n'attend pas plus la SCHL, on n'entend pas le banquier, on entend le client et ses documents. Donc, voilà, c'est dit. Donc, pour continuer pour les questions du futur, encore une fois, donc il n'y a rien qui change, la SCHL reste là, risque faible. C'est bon, elle l'a renoté encore une fois selon la SCHL sur le marché. Donc, risque faible. Pas de changement pour le futur, on reste sur le même cap, les mêmes analyses. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Je sais qu'on a un petit délai, un petit lag qui s'est installé. Mais allez-y, Mme Terrien, mot de la fin au niveau de la SCHL pour les membres. Écoutez, je pense que vos prêteurs ont les informations en main pour traiter vos demandes de report, donc n'hésitez pas à le faire si c'est requis. Évidemment, c'est ça.
il faut que ça soit aidant pour c'est pour venir en aide puis à vos locataires aussi, à vous, puis maintenir la stabilité du marché. Autrement, comme on a dit à plusieurs reprises, nos politiques de souscription demeurent les mêmes. Ce qu'on essaie de faire présentement, c'est vraiment assurer la pleine stabilité financière du marché de l'économie canadienne. On veut continuer de mettre en œuvre nos programmes, puis même l'objectif, c'est plutôt de voir si on peut même les améliorer, les bonifier si requis. Donc, tout le monde, on est vraiment comme les autres organismes gouvernementaux, comme j'ai dit en début, en ouverture, on regarde la situation, puis on veut essayer de voir ce qu'on peut faire. On est en mode écoute. Donc, si jamais il y a des enjeux que vous voyez, que vous vivez comme emprunteur, n'hésitez pas à venir nous en parler pour si vous avez des bonnes idées à mettre en place aussi, là, on est en mode écoute présentement. Merci infiniment, Mme Therrien, d'avoir pris ce temps-là. Je sais que votre temps est précieux ces temps-ci. Merci infiniment. Ça a été vraiment une belle entrevue. Je pense que ça va bien sécuriser les membres. Donc, merci encore une fois. Et je vais juste terminer au niveau du club d'investisseurs immobiliers. Donc, on continue la série de live. En fait, on a une semaine complètement chargée. On reçoit le président Yvan Cournoyer, va faire une question-réponse demain. Mercredi, on reçoit les évaluateurs agréés. Donc, on va essayer de voir au niveau du marché qu'est-ce qui change au niveau des évaluateurs agréés. Ensuite, jeudi, on a la technologie avec la tokenisation un peu des actions immobilières. On va voir avec le fondateur Jacques Lépine. Et ensuite, vendredi, mon Dieu, je ne sais plus ce qu'on a vendredi. On a tellement d'activités, mais allez voir sur la page du club. On continue à vous informer en ces temps de crise. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et encore une fois, merci, Mme Therrien. Merci. Au plaisir. Bye bye.